Dans cette deuxième partie de la pollution de l'eau, on va traiter les différents types de pollution, commençant par la pollution physique, en passant par la pollution chimique et biologique, et en terminant par la pollution nucléaire. Et dans chaque type de pollution, on va traiter l'impact négatif sur la vie aquatique et sur la santé, c'est-à-dire en général sur l'environnement et aussi sur la santé. On va traiter un aspect de la pollution physique, la pollution thermique, qui est une modification de la température du milieu, le plus souvent à la hausse. C'est-à-dire qu'on va assister à une élévation de la température d'un milieu aquatique. En général, ce type de pollution, il est causé par des mécanismes ou par les mécanismes de refroidissement des industries et des centrales énergétiques, qui se traduisent par des rejets d'eau chaude dans l'environnement. Cette élévation de température va avoir un impact négatif sur l'écosystème et les organismes qui y vivent. Premièrement, c'est une diminution, ça va causer une diminution de la solubilité des gaz. Plus la température augmente, plus la solubilité des gaz diminue, et plus on a un dégagement du CO2 et de l'oxygène vers l'atmosphère. Et donc c'est un appauvrissement du milieu aquatique en CO2, en oxygène, et donc ça va avoir un impact négatif sur les organismes, que ce soit ceux qui réalisent la photosynthèse, ils n'auront plus de CO2 assez de CO2 pour produire leur matière organique, et aussi ceux qui utilisent la respiration auront moins d'oxygène pour pouvoir respirer. Cette pollution thermique affecte aussi l'activité métabolique des organismes et donc leur consommation en oxygène. Plus la température augmente, plus ils ont beaucoup plus, ils auront besoin d'une concentration plus d'oxygène pour pouvoir résister à cette augmentation de température. Et donc c'est un appauvrissement aussi du milieu en oxygène, et donc ça va avoir un impact négatif sur les organismes qui respirent. La sensibilité des organismes aux substances toxiques dépend aussi de la température. Plus la température est froide, plus un organisme est plus résistant aux substances toxiques, alors que cette pollution thermique entraînant l'augmentation de la température va faire diminuer la sensibilité des organismes à ces substances toxiques, et donc ça va avoir un impact négatif sur les organismes qui vivent dans le milieu aquatique. L'effet toxique aussi des substances chimiques. Plus la température augmente, plus l'effet devient plus toxique. Des substances chimiques deviennent plus toxiques, et donc ça va avoir un impact sur tous les organismes qui vivent dans l'écosystème aquatique. La pollution chimique est une pollution engendrée par des substances chimiques normalement absentes ou présentes dans l'environnement dans des concentrations naturelles beaucoup plus faibles. Prenons par exemple le cas d'une pollution chimique par la matière organique. Ces matières organiques ils sont déversées dans la nature à cause de l'activité de l'eau, c'est-à-dire que l'origine est anthropique, et donc que ce soit les déchets domestiques, les activités agricoles, industrielles, tous déversent au niveau de l'eau, au niveau d'un cours d'eau, au niveau du lac, au niveau d'un écosystème aquatique, une grande quantité de la matière organique. La présence de cette matière organique en quantité plus importante va donner une opportunité aux bactéries aérobiques qui vont utiliser une grande quantité d'oxygène,
dissoute dans l'eau pour pouvoir l'utiliser dans la décomposition de la matière organique pour en extraire l'énergie nécessaire à leur multiplication et à leur survie, ce qui va appauvrir l'écosystème aquatique en oxygène et donc c'est une asphyxie de notre écosystème. Les composés azotés, dans l'origine, essentiellement, c'est les activités agricoles qui utilisent essentiellement des engrais chimiques, leur présence dans l'eau va avoir un impact négatif si sa concentration dépasse 50 mg par litre, parce que ça va entraîner l'apparition d'une maladie qui s'appelle la méthhémoglobinémie, et c'est une augmentation de l'hémoglobine oxydée dans laquelle le fer a perdu son pouvoir de fixer l'oxygène, ce qui va conduire à une cyanose et aussi à d'autres symptômes tels que les maux de tête, les toux dus à l'hypoxie tissulaire. Au-delà de 70%, cette intoxication peut devenir mortelle, surtout pour les nouveau-nés. D'autres substances chimiques tels que les composés phosphoriques et l'ion ammonium NH4+, dont l'origine est surtout les activités agricoles, industrielles et domestiques, et dont les apports trop importants en phosphore, y compris sous forme de phosphate PO4,3- et en azote aussi, nitrate NO3-, sont rejetés dans l'eau, dans les rivières, et peuvent parvenir dans les eaux d'un lac, entraînant un impact très négatif qu'on appelle l'eutrophisation des eaux de surface. Qu'est-ce que l'eutrophisation? L'eutrophisation, ce mot-là, il vient du mot grec eutrophos, signifiant bien nourri. Trophos, c'est nourrissant, c'est-à-dire la nourriture. Et le préfixe e signifiant abondant. C'est-à-dire qu'il y a une abondance de nourriture, c'est l'eutrophisation. Vous savez que le développement des végétaux aquatiques il est influencé par différents facteurs de l'environnement, dont les principaux facteurs sont la lumière, la température et la disponibilité en azote et en phosphore. Un apport très important en azote et en phosphore va alors servir de nourriture aux algues qui vont engendrer une multiplication exagérée les cyanobactéries, les fameuses algues vert bleu, qui vont former un écran. Leur multiplication va engendrer un écran, un obstacle qui va empêcher la pénétration de la lumière dans l'eau. La lumière, si elle ne peut plus passer, les plantes aquatiques ne peuvent plus effectuer une photosynthèse efficace, ce qui va faire diminuer le niveau d'oxygène disponible à la vie animale. Et donc, c'est la disparition progressive et la mort des différentes espèces des poissons. L'ensemble de ces mécanismes, c'est ce qu'on appelle l'eutrophisation, qui va conduire généralement à des effets négatifs sur l'écosystème, comme l'appauvrissement de la biodiversité, la nuisance visuelle, comme vous voyez sur ces photos-là, olfactif, gêne pour la baignade, difficulté dans le traitement de l'eau, essentiellement l'eau potable, dégagement gazeux, colonisation par des algues produisant des toxines, etc. Et donc ça va aboutir à une asphyxie de notre écosystème aquatique. Parmi les polluants chimiques, on trouve aussi des métaux et métaux lourds, tels que le plomb, le mercure, le cadmium, le cuivre, l'aluminium, le brome, le manganèse, etc. Et dans l'origine, est essentiellement les activités industrielles. Et la nature
des métaux ou métaux lourds déversés dans la nature dépend du type d'activité industrielle mise en cause. Si on prend par exemple la teinture, elle émet parmi ses déchets du cuivre, du zinc, du fer et du manganèse. Les activités minières, elles polluent l'eau par le déversement du zinc, du fer, du manganèse, du cadmium. L'industrie du cuir, c'est le déversement essentiellement du chrome. Ces métaux, certains d'entre eux, comme le cuivre et le zinc, sont nécessaires au fonctionnement de notre organisme, mais à condition qu'elles soient absorbées en petite quantité. Le problème, il réside donc dans la dose absorbée en excès. Ces métaux peuvent représenter un risque pour notre santé. Le Un des exemples le plus souvent cités pour évoquer les maladies industrielles, c'est la maladie de Minamata. Minamata, comme vous le savez, c'est une ville côtière située sur une île dans la préfecture de Kumamoto au Japon. Sa population atteint 26 905 en août 2010 et sa superficie ne dépasse pas 163 km². Cette petite ville côtière, euh, elle fut le siège d'une catastrophe écologique qui est due à une pollution au mercure de 1932 à 1966 à cause d'une installation d'une usine pétrochimique qui déversait dans la baie de Minamata et rejetait des métaux lourds, en particulier le mercure. Le mercure présent dans la baie de Minamata, il est ingéré par les poissons et se retrouvait en fin de compte dans les assiettes des habitants. Comme on l'a déjà mentionné, les organismes vivants sont incapables d'éliminer totalement ces métaux. Et donc ces métaux s'y accumulent. C'est pourquoi les animaux en haut de la chaîne alimentaire, par exemple les animaux carnivores, les poissons prédateurs et l'homme, sont particulièrement touchés par la contamination alimentaire. Pourquoi? Parce que chaque maillon de la chaîne, avant lui, a accumulé des métaux ou a accumulé les métaux des végétaux et des animaux qu'il avait lui-même consommés. C'est ce que les scientifiques appellent la bioaccumulation. À cette époque, l'entreprise Shiiso qui a installé l'usine était considérée comme un exemple de réussite économique. C'est une des rares entreprises qui ont su continuer à fonctionner durant la guerre. Euh, la contamination de cette usine du poisson par le mercure était à l'origine d'une maladie du système nerveux aussi grave qu'incurable. Les enfants ont été nés handicapés mentaux, des adultes victimes de perte du sens tactile, de rétrécissement du champ visuel, des tremblements, de convulsions, de paralysie, des troubles de la sensibilité, des altérations de la parole, des pertes de coordination des membres. Et je crois que les photos que vous avez devant vous résumeraient la souffrance de toute une population.
Une population, au fil d'un long et douloureux combat judiciaire, puis d'un règlement politique en 1996, quelques 15 000 victimes ont été reconnues atteintes à des degrés variables. Dans ce paragraphe, on va traiter la pollution biologique. Plus précisément, on va parler de la contamination bactériologique qui est liée en général à la présence de micro-organismes d'origine fécale, potentiellement pathogènes, et proviennent principalement des eaux usées et des élevages agricoles. Le premier cas, c'est le paludisme ou malaria, qui est une maladie infectieuse parasitaire transmise la nuit lors de la piqûre par une femelle moustique du genre Anophèle, dont la photo est représentée en haut à gauche de l'écran. Sans traitement rapide et efficace, le paludisme peut évoluer vers une forme cérébrale grave et mortelle. Jusqu'à maintenant, on a recensé entre 300 et 500 millions de cas, plus d'1 million de décès chaque année. Le deuxième cas, c'est l'hépatite A et E, qui sont liés à la pollution. Cette hépatite, c'est une maladie du foie qui est due à l'infection par un virus qui provoque des liaisons inflammatoires au niveau du foie et peuvent être transmises par l'eau et les aliments. Parmi les causes infectieuses, on peut mentionner un approvisionnement en eau insuffisant, ainsi qu'un mauvais assainissement et une légère une hygiène de mauvaise qualité. On recense à peu près 20 millions de cas par an, dont 44 000 décès chaque année. Le troisième cas, c'est le choléra, aussi appelé maladie des mains sales, et est causée par la bactérie Vibrio cholera que vous voyez au-dessus, en bas, à gauche de l'écran. Elle se transmet par la consommation d'aliments d'eau contaminés, par les selles des personnes infectées. Des millions de cas sont recensés et 148 000 morts chaque année. Cette maladie-là, elle entraîne un déséquilibre de la concentration des sels minéraux et donc c'est une forte déshydratation par vomissement ou diarrhée, et donc l'eau n'est plus absorbée par l'intestin mais rejetée dans les selles. Le sang déshydraté devient trop épais et ne circule plus dans les veines, entraînant la mort. Voici quelques cas de maladies qui sont causées par la pollution biologique et qui ont un impact vraiment très 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 dangereux sur la santé humaine. La deuxième partie de la pollution d'eau prend fin et on vous donne rendez-vous dans la troisième partie pour traiter la pollution nucléaire.